Utiliser le qualificatif de très intéressant pour ce qui se passe actuellement en mer Noire. Civils que nous sommes, on voit ça, on juge différemment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est explosif comme situation, complètement explosif, et que ça pourrait dégénérer du jour au lendemain. Bon, par rapport à ce qui se passe sur le front, on est loin de la degré de violence qui existe sur le front. N'oubliez pas qu'il y a des dizaines de gens qui meurent chaque jour sur le front ukrainien entre l'Ukraine et la Russie. Là, c'est un bateau qui passe. Il y a déjà eu des attaques, par exemple, dans le détroit d'Ormuz, tout à fait en Asie, entre les Iraniens et des bateaux qui transitaient dans le détroit d'Ormuz, ont déjà été attaqués par des drones et le sont encore régulièrement. Aujourd'hui, ces bateaux-là sont protégés par la flotte américaine et par des flottes comme par exemple la flotte française qui assure la libre circulation des marchandises et des biens. Là, nous sommes dans une zone de guerre qui est déclarée, même si la guerre elle-même n'a pas été formellement déclarée, mais ces opérations qui ont lieu en Russie sont déjà d'une violence inouïe, même si pour nous, on ne s'en rend pas vraiment compte. Effectivement, s'en prendre à un cargo serait quelque chose de nouveau. Bon, mais les Ukrainiens ont attaqué il y a un mois un cargo russe qui ravitaillait les troupes russes en mer d'Azov. Donc il y a déjà des opérations militaires, maritimes, en mer Noire et en particulier le long des rivages de l'Ukraine. Une dernière question, vice-amiral Vichot, qui ne concerne pas les affaires maritimes. Quand vous avez appris ce matin, peut-être en nous écoutant sur LCI, puisqu'on a eu l'information en primeur hier à 20h, dans la voix du porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, que la livraison des F-16 américains était repoussée de 6 mois parce que la formation des pilotes est compliquée, difficile, puis il faut des pilotes d'élite qui parlent parfaitement anglais, etc., etc. Donc ils ne peuvent pas les livrer au mois de décembre comme prévu. Ça vous a surpris ou ça vous semble être des délais absolument raisonnables? Bon, ce sont des délais qu'on avait déjà évoqués à plusieurs reprises. On ne se rend pas compte, quand on n'est pas du milieu, à quel point un avion de combat comme ça est un élément dans un système extraordinairement plus complexe. Donc c'est normal. En France, par exemple, pour avoir un pilote de Rafale complètement opérationnel sur le porte-avions Charles de Gaulle, il faut 8 ans. 8 années. Alors là, on est à 1 an. On sait que ces pilotes ukrainiens ont été soigneusement sélectionnés, qu'ils sont motivés à l'extrême. Mais après, vous avez un principe de réalité qui est qu'il faut former ces gens le mieux possible et surtout ne pas les envoyer à la mort et ne pas faire détruire leurs appareils, il n'y en a pas beaucoup, sans leur avoir donné tous les moyens de s'en sortir. Et c'est probablement ça qui est compliqué. Maintenant, on est dans une guerre de communication, ça se fera peut-être avant l'été 2024, parce que là aussi, les Ukrainiens, comme les Américains, comme tous leurs partenaires, n'ont pas intérêt à ce que les Russes soient tout à fait prêts quand les avions arriveront sur le front. Donc il faut beaucoup se méfier des dates, comme il faut beaucoup se méfier des annonces sur les nombres. Ce qui est important pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est qu'ils disposent de matériel occidentaux en nombre suffisant. Le problème fondamental pour le soutien occidental, c'est le nombre, plus que la qualité ou la nature des équipements. Merci infiniment, vice-amiral Jean-Louis Vichot, donc je rappelle ancien commandant des forces navales françaises dans le Pacifique, pour son expertise ce matin développée sur LCI. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur Vichot. Bonne journée à vous. Pareillement, bonne journée à vous. Merci, il est 8h31 exactement, deuxième invité de la matinale, tout de suite. Cet invité, c'est Julien Bayou, qui est député Europe Écologie Les Verts de Paris, de la capitale. Monsieur Bayou, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez peut-être lu, peut-être pas les bonnes feuilles, mais en tout cas l'essentiel de l'interview de Monsieur Sarkozy au Figaro Magazine, à l'occasion de la sortie du nouveau tome de ses mémoires dans quelques jours, donc chez Fayard. Qu'est-ce que vous retenez de cette interview au Figaro Magazine? D'abord, en ce qui concerne son jugement sur la façon dont l'Élysée, en l'occurrence, et auparavant d'ailleurs M. Hollande, toujours à l'Élysée, ont mené les affaires extérieures de la France. Il a la dent dure, selon vous, parce que lui, il semble avoir tout bien fait, hein. C'est les successeurs qui ont mal fait. Oui, il n'y a pas une once de remise en question dans cette interview qui est lunaire, on va dire, et choquante. Vous savez, il y avait eu le livre « Un président ne devrait pas dire ça », mais je pense qu'un ancien président ne devrait pas dire ça. De M. Hollande. Le Figaro oublie de donner une information importante,
outre le fait que l'ancien président a été condamné par 2 fois, il oublie de préciser que Nicolas Sarkozy est commissionné par les Russes. 3 millions d'euros de contrat avec un assureur proche du Kremlin. 3 millions d'euros en 2019. Et que une fois qu'il a fait une conférence à la gloire de Poutine, il reçoit encore 300 000 euros par des virements douteux. Mais ça, c'était avant le début de la guerre. Ah mais de qui on parle? Est-ce qu'on parle de l'ancien président de la République ou de l'influenceur commissionné par les Russes? C'est très important. 3 millions d'euros, c'est difficile de se représenter la somme que ça vaut, mais c'est beaucoup plus que ce qu'il a touché comme président de la République pendant 5 ans. Vous voyez, c'est le discours du Kremlin. C'est un peu comme Marine Le Pen. C'est le discours du Kremlin. Et moi, je dis que les personnes qui relayent aveuglement ou consciencieusement le discours russe ne défendent pas les intérêts du pays. C'est pas vrai. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est la victoire de l'Ukraine. Quand je dis nous, je parle de la France, je parle de l'Europe, je parle des démocraties. Ce qui se passe, c'est une guerre d'agression. La Russie commet des crimes de guerre. Et pouvoir dire que Poutine est un chic type, qu'il a une vision après avoir massacré à Grozny, à Alep, après avoir floué la communauté internationale en Géorgie et au Donbass et en Crimée, évidemment, pouvoir dire ça, je trouve que c'est une faute terrible de la part de Nicolas Sarkozy. Et on le comprend mieux quand on sait, ce qu'aurait dû dire le Figaro, qu'il est en fait acheté par les Russes. Mais attendez, vous comparez Nicolas Sarkozy à l'ex-chancelier Schröder, par exemple, allemand, ou à Monsieur Fillon, qui, très publiquement, ont mis leurs compétences au service de grandes entreprises d'État russes. Tout à fait. C'est exactement la même situation. C'est une emprise des élites par les Russes, qui, je trouve, est un poison pour notre démocratie. C'est-à-dire que vous évoquiez Schröder en Allemagne. L'Allemagne s'est retrouvée extrêmement dépendante du gaz russe. Oui. Et la France en a pris aussi un petit peu sa part. Alors heureusement, moins. Et ça avait été favorisé par Schröder, qui travaillait pour Gazprom. Absolument. Et Angela Merkel a reconnu, parce qu'elle accepte de temps en temps d'évaluer ses activités avec un peu de recul critique, elle a dit qu'effectivement, elle n'y avait pas suffisamment fait attention. C'est un peu le minimum. Mais quand on a le président Nicolas Sarkozy, commissionné par un assureur proche du Kremlin, et François Fillon, qui part travailler aussi pour le fossile russe, je le dis, on a un problème. C'est pas n'importe qui, c'est pas des consultants, des freelances ou quoi. On parle de millions d'euros attribués à des personnalités politiques qui ont une influence certaine. On le voit, on est en train de parler alors qu'il n'est plus président depuis un certain temps. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Encore une fois, ils défendent les intérêts du Kremlin et non pas ceux du pays. Mais une fois que ces hommes politiques ont quitté leur fonction d'homme politique, bon, lui n'est plus président, etc., ils sont libres de mener leur carrière professionnelle comme ils l'entendent. Vous pensez qu'il faudrait légiférer là-dessus ? Un ancien élu, par exemple, ne veut pas se mettre au service d'une entreprise étrangère ? J'ai fait partie de la commission contre les ingérences étrangères, qui a finalement conclu que le Front National, justement, était une courroie de transmission du discours du Kremlin. À l'occasion, on a interrogé l'ancien Premier ministre François Fillon. Oui. Et je lui ai dit, est-ce que vous ne trouvez pas quand même ça choquant qu'un ancien Premier ministre file tout droit chez Gazprom, je crois, et un autre géant du fossile, et que finalement, il monnaie son entre-gens, son influence. Il connaît des secrets d'État que vous et moi ne connaîtrons jamais. Vous voyez, enfin, encore une fois, c'est pas n'importe quel haut fonctionnaire, c'est le plus haut. Et il m'a répondu, si je veux, je suis libre d'aller vendre des rillettes sur la place Rouge. C'était se moquer du monde, de la représentation nationale, de l'ensemble des Françaises et des Français, mais je pense que c'est vraiment choquant. Je crois que quand on s'engage dans cette voie, Premier ministre, Président de la République, oui, on a un devoir de réserve qui survit au mandat. En particulier quand il s'agit de positions internationales. Nicolas Sarkozy, dans cette interview, prend le contre-pied de la position française sur l'annexion de la Crimée. Oui. Cette position, elle est constante, elle n'est pas reconnue, l'annexion de la Crimée. Il dit que la Crimée ne sera plus jamais ukrainienne, qu'elle fait partie de la Russie, point barre. Depuis quand c'est la position de la France, et depuis quand les anciens présidents peuvent comme ça changer oui, c'est pas un opposant, c'est pas un jeune fou, c'est un ancien président de la République. Et quand il dit ça, il invente un référendum. On connaît les référendums, comme ça se passe dans le Donbass. Vous n'avez pas de liste électorale, on vous fait signer à l'arrière des voitures, et quand vous vous déplacez pas, eh bien c'est 2 gardes armés qui portent l'urne et qui font le tour des maisons. C'est comme ça que ça se passe, les référendums dans le Donbass. C'est comme ça que Vladimir Poutine, soi-disant, a assis la légitimité de son occupation dans le Donbass. Donc reconnaître ça, c'est vraiment extrêmement grave. Et moi je le redis,
Aujourd'hui, les personnes qui défendent les intérêts des Russes ne défendent pas les intérêts de la France. Nicolas Sarkozy. Ce qui se joue en Ukraine, vraiment, c'est l'avenir de l'Europe. C'est regardé par l'ensemble du monde. La Chine s'interroge. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre d'agression? Est-ce que l'Europe, l'Occident, les États-Unis réagissent? Ou est-ce qu'en fait, on peut imposer comme ça un statu quo? On pense à Taïwan. Les implications de notre réaction ou non, et de pouvoir dissocier le vrai du faux, l'influence et l'influence étrangère russe est déterminante pour la suite en Ukraine, évidemment, où se joue l'avenir d'une démocratie que nous devons soutenir, mais pour l'Europe tout entière. Parce que si Nicolas Sarkozy, l'extrême droite, les différents soutiens masqués de Poutine imposent l'idée qu'on doit s'arrêter de soutenir, que bon, le statu quo est là, tout est miné, il n'y a plus rien qu'avance, il y a le Donbass, il y a la Crimée, et puis tant pis. Eh bien, nous aurons une Ukraine neutralisée, oui. Une neutralité subie. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, c'est l'Ukraine tout entière. Et puis la Moldavie. Nous avons déjà vu ce film à l'œuvre avec la Géorgie. Il y a une réaction très forte, très nette à avoir. Et je ne comprends pas que le Figaro puisse s'abstenir de présenter le contexte entier de Nicolas Sarkozy, qui ne parle pas en tant qu'ancien président de la République, mais comme influenceur financé par les Russes. Alors d'ailleurs, le journaliste du service politique qui se trouve à Brégançon, alors qui a eu accès au premier cercle autour du président, disait qu'ils étaient très très mécontents évidemment de cette prise de parole publique de l'ex-président Sarkozy, qui allait complètement à l'encontre de ce que tente de faire l'Élysée, difficilement certes, mais enfin de ce qu'il tente de faire. Parce que Nicolas Sarkozy dit aussi, il est inenvisageable, quelle que soit l'issue de cette guerre, que l'Ukraine entre dans l'UE, alors que le processus est quand même vaguement enclenché, ou adhère à l'OTAN, alors que c'est un souhait vigoureux des Ukrainiens et que tout le monde n'y est pas insensible. Moi, j'étais observateur électoral en 2014 après Maïdan, et c'est justement le fait, quand le dictateur avait tourné le dos à l'Europe, qu'il y a eu cette révolte, cette révolution populaire. L'Ukraine se tourne vers l'Europe, nous devons l'accueillir. Il ne s'agit pas de dire oui tout de suite, évidemment. Les structures, il y a encore beaucoup de corruption, il y a des problèmes de justice, le pays est en guerre, les niveaux économiques sont très différents. Il ne s'agit pas de dire oui maintenant et c'est l'affaire de quelques années. Ça n'est pas vrai. Mais je crois que dire non aujourd'hui, et finalement dire qu'on se satisfera d'un statu quo, d'une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire en fait on la démilitarise et on la laisse à la merci de Poutine demain ou de la Russie après-demain. Enfin, pour le coup, la Finlande a rejoint l'OTAN. Oui, tout à fait. Mais c'était la finlandisation. La finlandisation, c'était le fait, au sortir de la guerre, d'obtenir le fait qu'elle soit démilitarisée. Et c'est pour ça que, quand on dit c'est l'OTAN, c'est les provocations, etc., aujourd'hui, si quelqu'un a ressuscité l'OTAN, c'est Poutine. Voilà. La Finlande qui rejoint l'OTAN et qui renverse 50 ans de doctrine, c'est parce qu'ils se sentent menacés. Bien sûr. Mais c'est la Russie qui menace. C'est la Russie qui choisit l'impérialisme et une guerre d'agression et qui commet des crimes de guerre. Je ne comprends pas qu'un ancien président de la République, quoi qu'on en pense, puisse comme ça balayer par pertes et profits les crimes de guerre dont sont accusés les Russes et Poutine. Julien Bayou, le soutien désormais... Et imaginez qu'il faut tout relire à la faveur de ces contrats. Excusez-moi, j'en remets une couche, mais vous voyez, quand... il y a eu la décision de finalement pas livrer les frégates Mistral. Ouais, je me souviens. Décision très difficile que François Hollande a pris au lendemain du Donbass et de la Crimée, en disant voilà, écoutez, il y a eu violation du droit international, nous n'allons pas livrer des armes de guerre. François Fillon et Nicolas Sarkozy s'étaient élevés contre, au nom du respect de la parole, ceci, cela. Mais en fait, qui parlait? Les anciens premiers ministres, anciens présidents de la République ou les agents russes? Voyez. Et aujourd'hui, si on les avait écoutés, nous aurions, face à ce cargo qui défie la Russie, comme ça a été expliqué par le vice-amiral dans votre sujet précédent, nous aurions 2 frégates françaises pour tirer dessus. Voyez, pour organiser le blocus des céréales ukrainiennes. Enfin, c'est extrêmement grave cette prise de position de l'ancien président et doit être maintenant désormais considéré non plus comme un ancien président, dont la parole doit forcément être respectée même si on l'a combattu pendant son mandat. En tout cas, c'est ma ligne. Mais aujourd'hui, comme un influenceur russe. Julien Bayou, Monsieur Sarkozy, très clairement, apporte son appui à une future candidature de Gérald Darmanin à la présidence de la République pour la prochaine élection.
Ils ont travaillé ensemble pendant longtemps, hein, à Beauvau, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Ça vous surprend pas? Ou ça vous surprend? Ce qui est étonnant, c'est que dans cette interview, Nicolas Sarkozy dit à plusieurs reprises, en France, il n'y a jamais de responsable. Voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, il n'y a jamais de responsable. C'est un peu la même chose avec Gérald Darmanin. Le fiasco du championnat sportif au Stade de France, il n'y a pas de responsable. Il y a des manifestations qui dégénèrent, il n'y a pas de responsable. Il y a des violences policières et de la discrimination, écoutez, circulaire, rien à voir, il n'y a pas de responsable. Bon, que Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Gérald Darmanin, c'est un peu la course des petits chevaux de la majorité présidentielle. Ça me regarde assez peu. La vérité, ça va être compliqué à gérer pour LR, hein, parce qu'ils ne misent pas forcément sur Darmanin. Hein, ils en ont un autre. Hein. Oui, mais vous comprenez que c'est pas mon point votre de vue affaire. d'écologiste, c'est pas tout à fait mon souci. Mon souci aujourd'hui, c'est que vous avez des pompiers qui sont en lutte dans le sud du pays et qui n'ont pas les moyens. C'est pas vrai. Les promesses de Gérald Darmanin de septembre, au sortir d'un été terrible, où ça brûlait en Gironde et jusque dans les monts d'Arry en Bretagne. Il a annoncé la création de 2 bases, l'une à Libourne et l'autre à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, écoutez, on peut reprendre vraiment les éléments. Aujourd'hui, les pompiers n'ont pas les moyens de faire face aux feux qui se développent. Aujourd'hui, l'Office national des forêts manque de personnel assermenté pour dresser les amendes sur le débroussaillage. Et si vous discutez avec des pompiers, ils vont vous dire on a besoin de moyens opérationnels en curatif, s'opposer au feu, mais on a aussi besoin que l'Office national des forêts puisse faire les opérations légales de débroussaillage. On est très très loin du compte. L'inaction de ce gouvernement et la désinvolture avec lesquelles Gérald Darmanin gère la question des incendies, des pompiers, en tout cas en dehors de l'été, pose un problème de sécurité pour le pays. Enfin, il y a eu quand même un passage de commande de nouveaux Canadair qui vont arriver, il faut le temps de les construire, etc. Suite au drame de l'été dernier avec la moitié de la Gironde qui a brûlé, il s'est passé quelque chose quand même, on ne peut pas... On aura des Canadair peut-être en 2027 ou 2028. C'est ça la réalité. Il n'y a qu'une entreprise qui les fabrique. Ouais. Au monde. Je dis, disons les choses. Oui. Au sortir de l'été, en septembre, on nous a dit rassurez-vous, l'été ne sera pas le même. Ouais. C'est le même. C'est tout. On n'a pas les éléments. Je discutais avec Kléber Mesquida, qui est le président du département de l'Hérault. Eux font face à de lourdes charges pour louer des hélicoptères, par exemple, ou louer le matériel que l'État ne procure pas. Ils ne savent pas s'ils seront défrayés par l'État. C'est ça la réalité. Vous avez différents départements. Le Gard fait de même. Vous avez des départements qui sont laissés dans l'inconnu, qui sont vraiment abandonnés par l'État, alors que il ne fallait pas être grand clair. Nous avons connu un été catastrophique. Il y a eu une sécheresse hivernale. Donc évidemment, comme le débroussaillage n'est pas fait, le moindre feu peut devenir incontrôlable. Tout cela s'anticipe. Et malheureusement, une fois que les plateaux télé où les feux se sont un peu éteints, heureusement en septembre, eh bien, le ministre de l'Intérieur a disparu. Julien Bayou, vendredi dernier, le Conseil d'État a dit écoutez, l'interdiction du mouvement des soulèvements de la terre ne nous semble pas justifiée. Voilà, donc ce sont des gens qui n'ont pas vocation juste à faire de la provocation ou à brûler ou à casser. Donc nous suspendons cette interdiction. Alors le feuilleton judiciaire n'est pas terminé, mais c'est important cette décision du Conseil d'État. C'est très important. C'est bizarre en plus parce que autour de M. Darmanin, puisque c'est l'Intérieur qui a pris cette décision d'interdiction, il y a quand même des juristes extrêmement compétents, dont certains qui viennent du Conseil d'État. Donc comment ils ont réussi à se faire avoir là? Je pense qu'il y avait beaucoup de communication. Si vous voulez, si vous avez une manifestation qui dégénère, et ça a été le cas. Oui, bien sûr, à Sainte-Soline. Vous poursuivez en justice les responsables, individuellement. Voilà, et chacun est sanctionné ou non. La dissolution d'une association, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. En général, c'est quand une association, elle monte les Français les uns les unes contre les autres. Civitas. Voilà, ou des prêches radicaux d'imams qui défient les lois de la République, ou des royalistes qui disent « cette République, nous n'en voulons pas. Nous voulons... vous voyez, c'est attenter aux formes républicaines de la démocratie. C'est ça la dissolution. C'est véritablement s'en prendre soit aux Français, aux Françaises, aux lois de la République ou à la forme républicaine. Vous avez une manifestation contre des méga-bassines, une très mauvaise idée, très mauvaise adaptation au problème de l'eau, qui dégénère ou non. Bon, eh bien, vous sanctionnez ou non les responsables du sujet. La dissolution, c'est une atteinte
terrible à la liberté d'association. Sans liberté d'association, vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas de syndicat, vous n'avez même pas d'exercice de la religion qui se fait souvent sous forme associative. Donc c'est très bienvenu que le Conseil d'État fasse la part des choses entre la com-pol, on va dire, on va dissoudre, ça va donner le sentiment qu'on fait quelque chose, et puis le droit et les principes fondamentaux. La liberté d'association, on n'y touche qu'avec une extrême prudence. Voilà. Et le Conseil d'État précise au passage que les soulèvements de la terre n'appellent pas aux violences envers les personnes. Et ça, c'est pour moi le discriminant le plus essentiel. La désobéissance civile, c'est légitime. C'est un bel outil pour faire progresser les causes, mais ça doit être non violent. Sinon, on est dans autre chose. Voilà. Ça doit être assumé devant la justice, sinon on est dans autre chose. Et s'il y a des atteintes aux biens, il faut que ça soit vraiment symbolique. Vous voyez, c'est le fauchage des OGM. Oui. Noël Mamère, qui va en justice parce qu'il a fauché un OGM pour alerter sur la question de la dissémination des OGM. C'est José Bové, il a 25 ans. Ils ont démonté un McDo. C'est une atteinte au bien, vous pouvez pas, c'est sûr. Mais on comprenait bien que c'était symbolique. Il y avait un McDo par rapport aux centaines ou aux milliers qui existent à travers le monde pour alerter sur la malbouffe. Voilà. Et c'était non violent. Petite dégradation, effectivement, symbolique, limitée. Et assumé devant les tribunaux. Et ça, c'est pour moi la désobéissance civile qui peut vraiment faire progresser les choses. Julien Bayou, vous irez, enfin je pense, jusqu'à preuve du contraire, sauf si vous dites non, aux universités d'été. Oui. Il y aura un certain Médine qui fait le buzz, comme on dit, pour le moins. Bon, il a eu des propos absolument invraisemblables après les attentats de 2015, etc. Alors maintenant, Sandrine Rousseau, qui était là il y a 3 semaines, disait « mais il a changé ». Ça vous gêne pas d'aller aux universités d'été avec Médine ? J'ai été choqué, j'ai été très mal à l'aise avec le récent tweet de Médine sur Rachel Kahn. Alors il est revenu dessus, dont acte, mais c'est pas suffisant. Donc ce tweet avait des relents antisémites immondes. Et donc quelque part, ce serait plus facile de condamner, voilà, et on se tient à distance. Je pense que la politique a besoin de sortir de son vase clos, où on parle toujours aux mêmes, et en vrai, on est de moins en moins nombreux, et de parler avec tout le monde dans le principe, dans le respect du principe d'égalité, évidemment de la lutte contre l'antisémitisme. Donc en fait, moi, j'attends beaucoup de cette explication de texte. C'est le titre de l'atelier, la discussion entre Marine Tondelier et le rappeur Médine, qui est du Havre, en fait. C'est pour ça qu'il est... Il faut qu'il vienne, il ne faut pas l'annuler. Il faut qu'il y ait cette discussion. Moi, je fais confiance à Marine Tondelier pour poser les cadres. La lutte contre l'antisémitisme est un des combats majeurs des écologistes. Et jamais on doit se dire que tout est acquis. Voilà, que dans notre parti, il n'en circulait rien à voir. On a même adopté cette année le fait que tout discours antisémite, tout comportement devait donner lieu à un signalement de la part du parti qui se porterait partie civile. Voilà. On ne considère pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme nulle part. C'est un fléau qui touche toute la société. Donc poser ce cadre et mener le débat et comprendre. Voilà. Est-ce que c'était maladroit ? Est-ce que c'était inconscient ? Est-ce que c'était vraiment pas son esprit ? Comment lui perçoit la lutte contre l'antisémitisme ? Et a-t-il évolué sur les questions d'homophobie, par exemple ? C'est sûr que c'est important d'avoir ce débat. Je fais confiance à Marine Tondelier, c'est pas une partie facile. Je lui fais aussi confiance, et je dois le dire, pour interrompre le débat si la clarification n'est pas faite. Vous parlez du Havre, puisque Médine vient du Havre. Vous êtes remonté comme une pendule, enfin malheureusement ça va se faire, très probablement, contre le terminal méthanier d'Antifer qui va permettre de faire rentrer des cargos en provenance de Baltimore, en l'occurrence chargés de pétrole de schiste. Oui, de gaz de schiste, oui, tout à fait. Voilà, c'est ainsi que l'Amérique vit aujourd'hui, avec son pétrole de schiste qui lui permet d'avoir de l'essence à 90 centimes d'euros le litre, et donc elle nous l'exporte. Moi, j'en veux à ce gouvernement qui dit vert, 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 et puis quand il n'y a plus de gaz russe, dit oh là là, vite, du gaz de schiste américain. Enfin, convenez quand même que s'il y a un moment où on peut se dire en fait, c'est une dépendance et on ferait mieux de s'en passer, un peu de sobriété, de la rénovation thermique, carburant alternatif, réduire un peu tout ce qu'on peut, mais vraiment passer du carburant de Poutine au gaz de schiste américain, c'est pas parce qu'il est américain, mais le gaz de schiste, c'est la pire. Vraiment, c'est le pire qu'on puisse faire en matière d'hydrocarbures, parce qu'en plus, ça émet du méthane, et le méthane est beaucoup plus réfléchissant que émetteur de gaz à effet de serre que le CO2. Bref,
Donc nous, écologistes, on combat cette maladaptation. Voilà, le terminal méthanier flottant, c'est un cadeau fait à Total, c'est pas un cadeau fait au pays. Pour une durée de 5 ans, établie à partir de septembre, nous allons déposer un nouveau recours. Il n'y a pas lieu de se reposer à nouveau sur Total et d'augmenter encore les émissions de gaz à effet de serre et le gaz de schiste. Écologie pour Le Havre, qui est une association locale, va déposer un nouveau recours. Nous comptons faire valoir que la préservation de l'environnement est un des intérêts fondamentaux du pays. Le Conseil constitutionnel l'avait dit, on peut atteindre à l'environnement que pour les intérêts fondamentaux du pays en matière d'approvisionnement. L'approvisionnement n'est pas menacé. Voilà, nous n'avons pas besoin de ce terminal méthanier flottant. Les prix ont baissé, la consommation a baissé, les stocks sont pleins. On a diversifié l'approvisionnement. Il y a un mécanisme de solidarité au niveau européen. Il n'y a pas besoin de faire ce nouveau cadeau à Total qui fait en fait importer du gaz de schiste américain, vous l'avez dit, pour pouvoir mieux le vendre plus cher ailleurs en Europe. Ça, c'est les intérêts de Total, ce n'est pas les intérêts du pays. Merci beaucoup. Invité donc ce matin de LCI, Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris. Je vous souhaite une bonne journée et de belles universités d'été. Voilà, ça peut être rock'n'roll éventuellement, on verra. Il est 8h53 exactement, je serai là demain juste avant 6h avec toute l'équipe de la matinale. Bien sûr, le 9-12 ce matin, le temps de l'info présenté par Claire Fournier aujourd'hui. Et tout de suite, la météo qui se réchauffe doucement mais sûrement de Guillaume Woznicka. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et à demain.